Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais. Comment ont été gérés les fonds Covid-19 mis à la disposition du gouvernement par le Fonds monétaire international? Un an après avoir perçu environ 210 milliards de francs CFA, c'est le clair-obscur dans la gestion financière de la crise sanitaire. Selon le Fonds monétaire international, le gouvernement n'a pas encore respecté ses engagements en matière de transparence et appelé à rendre publiques les différentes dépenses relatives à la gestion des fonds Covid et les résultats d'un audit indépendant. Qu'en est-il réellement? Equinox lève ce soir un pan de voile sur les points d'ombre de ces financements extérieurs destinés à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Des tensions sont perceptibles à Yaoundé entre les maires d'arrondissement et le maire de la ville. C'est la paume de discorde sur les travaux d'assainissement et la gestion des équipements marchands. Le préfet du Foundi tente de désamorcer une crise. Qu'en est-il réellement? Quels sont les points d'achoppement? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Et dans l'escale internationale, le président centrafricain rencontre les anciens chefs d'État afin de recueillir leurs propositions pour sortir le pays d'une crise sécuritaire et d'une crise politique. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une accalmie qui règne à Fumbot au lendemain d'une manifestation réprimée. Le bilan fait état d'une personne tuée durant les échauffourées entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le palais de justice est entièrement consumé. Impossible d'envisager une reprise de service car les documents et le mobilier sont partis en fumée. Vivien Tonfac, Mama Soufor et Raphaël Tcheko nous en disent plus dans ce reportage. Du palais de justice de Fumbot. Au lendemain de l'incendie occasionné par des manifestants ivres de colère. Il n'y a plus de trucs à plat. Les murs de la salle d'audience, des bureaux et des toilettes sont noircis par la fumée. Des meubles et autres documents. Il ne reste que ces bois carbonisés et ces amas de cintre. D'autres papiers. Sans doute des dossiers sont éparpillés dans la cour d'un prétoire décoiffé. Des usagers arrivés ici sont obligés de rentrer désespérés. Je suis là le matin pour récupérer l'un de mes dossiers. À peine d'arriver, comme il y a eu l'attroupement et tous ces désordres, je ne sais plus comment c'est brûlé. Je vois que tout est bafoué. Je n'aurai plus l'occasion de trouver parce que tout est brûlé. Donc mon dossier a été foutu en l'air par ces standards. Si la vie au palais de justice n'a pas repris, dans la ville par contre, les activités reprennent progressivement. Contrairement à la veille, les boutiques, les marchés et autres commerces sont ouverts. Pour la journée d'aujourd'hui, tout est calme. Parce que les boutiquiers ont ouvert leurs boutiques et ils sont en train de... N'importe qui va à ses occupations. Sur la route principale, jadis prise d'assaut par les forces de l'ordre et des manifestants, ça circule plus aisément. Les tensions observées la veille ont fait un mort. Elles étaient consécutives au décès d'un homme dans des circonstances troubles à la prison secondaire de Fumbot. Restons dans cette localité où prospère le trafic des ossements humains malgré les multiples stratégies de lutte mises en place par les forces de l'ordre. Ce trafic illégal prospère. Dans un village, des présumés trafiquants ont été interpellés. Ils sont accusés d'avoir profané des tombes et mis à l'abri d'importants ossements humains qui s'apprêtaient à écouler sur le marché noir. D'autres précisions avec Mama Soufor, Mitterrandam et Kediara. De présumés trafiquants d'ossements humains interpellés à Fumbot. Il s'agit de Chandini, 20 ans, Ndjili Aruna, 20 ans, Mumbade Oussero, 21 ans, Mefire Mumben, 31 ans, et Juntanvu, Mama, 57 ans. Tous interpellés par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Fumban après que le chef du village Mantoum ait donné l'alerte de la profanation de 2 tombes dans son village. Derrière la concession de Sieur Essa au quartier Malam,
et que les présumés suspects se trouveraient dans cette localité. Le CB s'est immédiatement déporté sur les lieux avec ses éléments. Y étant et à l'aide de la population, ils ont mis la main sur l'un des suspects. Le dénommé Oussérou, interpellé, ne va pas se faire prier, il va balancer ses complices. Le nommé Noun Sadi Oussérou, qui immédiatement passé aux aveux a dénoncé ses complices. Et ceux-ci ont été aussitôt interpellés. S'ensuit alors une exploitation approfondie des suspects qui va mener à la découverte d'un sac contenant des ossements humains déjà prêts à rejoindre un potentiel acheteur. Ce n'est pas la première fois que des cas de profanation de tombes et de saisie d'ossements humains sont signalés dans le département. La vigilance des parents est évoquée par les forces de maintien de l'ordre pour pousser à l'amélioration de la mentalité de ces jeunes en quête d'argent facilement gagné. Malgré les efforts consentis pour éradiquer ces actes odieux qui n'honorent pas ce département mythique et plein d'histoire, les jeunes continuent toujours à se livrer à ces activités lugubres. Nous les demandons de cesser et exhortons les parents à mieux encadrer leur progéniture. Pour le moment, il est recommandé aux populations et aux chefs de village de continuer de dénoncer tout cas suspect afin de totalement éradiquer ce phénomène au sein du département du Noun. Entre mai et octobre 2020, le gouvernement a reçu environ 210 milliards de francs CFA dans le cadre de la facilité rapide de crédit. C'est un financement spécial du Fonds monétaire international destiné à soutenir les efforts du pays dans la lutte contre les effets dévastateurs de la pandémie du coronavirus. Le gouvernement a mis en place une loi de finances rectificative, un compte d'affectation spéciale Covid-19 et ventiler les fonds avec pour objectif de protéger les populations et atténuer les conséquences de la crise sanitaire sur l'économie nationale. Donald Brice Kamban et Cédric Chouna retracent le circuit de ces financements extérieurs et les intentions du gouvernement qui parlait de transparence dans la gestion des fonds Covid-19. Reportage. C'est le 4 mai 2020 que le Cameroun reçoit l'approbation du Fonds monétaire international au sujet de l'appui face au coronavirus. À cette époque, l'on est à 2 mois des premières mesures de restriction prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie. Ces mesures ont des conséquences sur les entreprises et les emplois, mais la crise essouffle également le système de santé publique. Dans le même temps, le coût du prix du baril du pétrole est en net recul sur le marché international, diminuant les recettes publiques. C'est pour atténuer ces effets sur l'économie, assurer sa résilience et soutenir le système de santé que le FMI met à la disposition du Cameroun une première enveloppe de 226 millions de dollars, soit près de 136 milliards de francs CFA. Ce financement est un prêt obtenu dans le cadre du mécanisme de l'institution de Bretton Woods appelé Facilité de crédit rapide. 7 mois après le premier décaissement de 136 milliards de francs CFA, le Cameroun reçoit la deuxième tranche du financement. Nous sommes le 21 octobre 2020. Le FMI débloque à nouveau pour le Cameroun la somme de 156 millions de dollars, soit près de 87 milliards de francs CFA. De l'argent obtenu toujours grâce au mécanisme de facilité élargie de crédit. Une deuxième tranche visant à financer le plan de riposte du gouvernement contre le Covid-19. Mais ces fonds devraient également permettre au Cameroun de faire face aux besoins urgents de sa balance de paiement. À l'époque, le FMI estimait son déficit de paiement à 917 milliards de francs CFA. Des financements au total de plus de 200 milliards de francs CFA ont ainsi été reçus par les pouvoirs publics du FMI. Les autorités camerounaises s'en féliciteront. C'est ainsi qu'un fonds spécial de solidarité de 180 milliards de francs CFA, approvisionné entre autres par les ressources du FMI, sera créé. Les dotations par ministère seront fixées par le Premier ministre chef du gouvernement. Le ministre des Finances, pour sa part, prendra une circulaire fixant les modalités de fonctionnement du Fonds spécial de solidarité. Selon une enquête exclusive, le gouvernement n'a pas encore respecté
2 engagements formels concernant la publication d'un audit indépendant sur les dépenses effectuées dans le cadre de la lutte anti-Covid-19. L'autre engagement est la publication d'un rapport semestriel sur les dépenses effectuées sur le compte d'affectation spéciale Covid-19. Selon le FMI, ces engagements ont été pris par le gouvernement camerounais. Ils ont pour objectif de garantir la transparence dans la gestion des fonds spéciaux Covid-19. Cependant, les Camerounais observent une gestion opaque de ces fonds et ces financements extérieurs destinés a priori pour lutter contre la pandémie du coronavirus. D'autres détails avec Jean-Paul Chouniat. Sur un prêt de plus de 210 milliards de francs CFA accordé au Cameroun pour lutter contre la pandémie à coronavirus, le Fonds monétaire international n'a toujours pas reçu les rapports financiers des autorités camerounaises sur la gestion des fonds Covid. Pour plus d'un critère de transparence, le FMI et le gouvernement camerounais convenaient pourtant sur la production d'un rapport semestriel de l'exécution des dépenses, des décaissements, dont le premier du 4 mai 2020 à hauteur de 136 milliards de francs CFA et l'échéance du 21 octobre dernier où la Superbanque libérait près de 78 milliards de francs. Le gouvernement camerounais a juste publié sur le site de l'Agence de régulation des marchés publics des informations sur les contrats Covid. Et nulle part ne figure le rapport de l'audit indépendant du ministère des Finances, encore moins le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Sur la clause contractuelle FMI-État du Cameroun de rendre systématiquement publiques toutes les informations sur la gestion des fonds Covid, les autorités camerounaises n'ont jusqu'ici publié le moindre chiffre sur cet argent, malgré les dénonciations de détournement du député SDF Jean-Michel Nitieux et la société civile. Face au silence de mort du ministère de la Santé publique en son temps sur la gestion de ce pactole des fonds Covid, la publication des dotations allouées à plusieurs ministères a même suscité des interrogations sur l'utilisation effective de cet argent, avec par exemple 26 milliards de francs CFA pour le ministère de l'économie, du plan et l'aménagement du territoire d'Alamine Ousmane May, 6 milliards pour Madeleine Tuente de la recherche scientifique et de l'innovation, ou encore Famendongo de l'enseignement supérieur, pour ne citer que cela. Le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République prescrivait alors une enquête pour l'interpellation de tous les auteurs, co-auteurs et complices de distraction de ces fonds. Mais cela n'a rien produit, plus qu'une partie de ping-pong sur les preuves à charge entre le ministre Laurent Esso de la Justice et le SGPR Ferdinand Gongo de la Task Force. Pour l'instant, c'est encore un flou total qui règne dans la gestion de ces 210 milliards de francs CFA de la riposte Covid. Le peuple camerounais tenu à l'écart de la moindre information sur un crédit qu'il devra rembourser. Le FMI attend désespérément sur sa table les 2 rapports financiers détaillés des dépenses Covid couvrant la période mai 2020 à mai 2021. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, demande au secrétaire général de la présidence de la République de lui faire parvenir les pièces d'investigation de la Chambre des comptes, lesquelles pièces n'ont pas été jointes à sa correspondance, une correspondance qui visait à répercuter les hautes directives du chef de l'État, prescrivant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices de malversations financières dans le cadre de la gestion des fonds affectés pour la lutte contre la pandémie du coronavirus. Au regard de ce que la presse camerounaise appelle un ping-pong, notamment le journal Kalara, au sommet de l'État, le député SDF Jean-Michel Nitieux déplore des manœuvres de diversion sur fond de règlement de compte. Selon ce député, rien ne saurait justifier l'extrême lenteur des procédures judiciaires, alors qu'on parle de dizaines de milliards de francs CFA volatilisés. Tout ce que le gouvernement trouve à montrer aux Camerounais, c'est d'afficher dans ce dossier de la Covid-Gate la guerre des personnes dans le sérail. Pourtant, dans d'autres pays africains, des hauts fonctionnaires, des ministres ont été limogés et inculpés, précise le député Jean-Michel Nitieux, qui appelle le gouvernement et le Parlement à se saisir véritablement de cette question et d'accélérer les procédures judiciaires afin de déterminer les responsabilités dans le cadre des malversations financières découvertes par la Chambre des comptes. Alors que le gouvernement se félicite d'une liberté de presse
effective au Cameroun. Reporters sans frontières classe le Cameroun parmi les plus mauvais élèves du continent qui musellent et répriment des journalistes. Classé au 135e rang mondial, le Cameroun perd 2 places sur le tableau de RSF. En cause, le métier de journaliste fait face à des obstacles dans le pays. Rodé Ngassi et Marcelin Gansop dressent un état des lieux inquiétant d'une profession bâillonnée, muselée et intimidée. Reportage. Ce sont les dernières victimes de la barbarie dont les journalistes sont de plus en plus l'objet au Cameroun. Alors qu'ils cherchaient l'information dans le conflit qui oppose les conducteurs de moto aux agents de la police municipale de Yaoundé 5, ces reporters ont été passés à tabac et le matériel de travail confisqué. Il nous a tapé pendant 3 ou 5 minutes grâce à l'intervention de la police qui nous a un peu essayé de libérer. Et après ça, notre caméra, notre micro, jusqu'à aujourd'hui, ils ont confisqué. Et quand vous me regardez, vous voyez les blessures et le caméraman, il a perdu une dent et tout ça. Donc c'était vraiment un acte barbarique. Ce cas qui n'est pas isolé vient rappeler l'arrestation et la séquestration des reporters d'Equinox, de la Nouvelle Expression et d'autres organes de presse le 22 septembre 2020, alors qu'ils ne demandaient qu'à couvrir et rendre compte des marches pacifiques initiées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Des exemples sont légion qui montrent que le recul de la liberté de la presse au Cameroun a atteint des proportions inquiétantes. Entre les intimidations, les enlèvements qui se multiplient, notamment en zone anglophone, et les procès qui s'éternisent devant les juridictions, difficile pour les acteurs du 4e pouvoir de savoir où donner la tête. Les cas Amadou Vamouke et Paul Chouta n'ont pas fini de choquer leurs avocats, mais aussi le syndicat national des journalistes du Cameroun. Ces 2 cas notamment sont des cas sur lesquels Reporters sans frontières s'est appuyé. Il faut bien que son procès, qu'il ait droit à un procès équitable et juste, que cela se passe dans les délais. On n'a pas besoin de détenir quelqu'un pendant des années pour qu'on puisse véritablement savoir qu'il est coupable ou pas. Que le procès suive son cours normal et qu'on rende un verdict. Que s'il est condamné, qu'il soit condamné, s'il est relâché, qu'il soit simplement relâché. Pas surprenant dans ces conditions que le Cameroun ait perdu 2 places dans le récent classement de Reporters sans frontières, publié le 21 avril dernier. L'on est parti du 133e rang en 2019 au 134e l'année dernière pour finalement occuper le 135e rang cette année. Vous avez vu, ce recul montre clairement qu'il y a un problème au Cameroun. Il y a un problème lié à la liberté de la presse. Il y a un problème lié à la dépénalisation des délits de presse au Cameroun. Il y a un problème lié aux arrestations à l'endroit des hommes et femmes des médias. Pour Reporters sans frontières, le Cameroun fait partie des pays du continent les plus à risque pour les journalistes. Les atteintes à la liberté d'expression et aux droits des journalistes constituent pourtant de graves violations d'un certain nombre d'instruments juridiques ratifiés par le Cameroun, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 9, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ses articles 19 et 9 alinéa 1, puis la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 19. Ces textes concernent l'expression et d'opinion, mais aussi le droit à l'information et à un procès équitable. Il condamne également les arrestations, tortures et détentions arbitraires des journalistes. Prenant la parole à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication a parlé d'une avancée indéniable et remarquable du champ de la liberté d'expression au Cameroun. René Emmanuel Sadi s'appuie sur le foisonnement des médias avec plus de 600 titres en presse écrite, une centaine de radios, une trentaine de chaînes de télévision et un déploiement impressionnant de la presse cybernétique. Pour le gouvernement, l'ensemble des acteurs médiatiques dignes de ce nom exercent en toute liberté et en toute indépendance, ce que ne partagent pas les syndicats des journalistes et Reporters sans frontières. Restons à Yaoundé où il est observé une escalade de tensions entre les maires d'arrondissement et le maire de la ville, les travaux d'assainissement de la capitale et également la gestion des équipements marchands ont engendré des conflits de compétences entre ces collectivités territoriales décentralisées. Afin d'éviter des conséquences graves d'une telle crise, le préfet du Fundi a annoncé la mise en place d'une plateforme de concertation. Mais cela va-t-il pour autant assainir et calmer les tensions entre les différents exécutifs municipaux dans la cité capitale? Élément de réponse avec Rodé Ngassi et Guizogo.
L'Umfundi, c'est peu dire d'affirmer que le torchon brûle entre le super maire de Yaoundé et les maires des communes d'arrondissement. Pour mettre un terme à cette guéguerre et accorder les violons entre les parties en présence, le préfet du département d'Umfundi a réuni tous les protagonistes pour une réunion dans ses services. Si l'hostilité des maires des communes ne transparaît pas ouvertement à l'endroit du super maire, on s'aperçoit tout de même qu'il y a une organisation bien huilée dans les actions, dont la prise de parole notamment. Nous ne pouvons pas construire la cité capitale, Yaoundé, sans un cadre de concertation permanent entre les communes d'arrondissement et la mairie de la ville. C'est de là que vient le... Les collectivités territoriales sont d'égale dignité. Aucune collectivité territoriale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre. Pris dans le feu des maires de communes, un peu seul contre tous, le super maire n'en justifie pas moins ses initiatives sur le terrain dans la capitale en convoquant la loi. Le permis d'implanter, le permis de construire, le permis de démolir et le certificat de conformité. Ces actes administratifs au niveau des communautés urbaines sont délivrés par le seul maire de la ville. Pour les autres secteurs, les équipes de la communauté urbaine sillonnent les principaux axes routiers de la ville quotidiennement pour s'assurer de leur bon ordre. Au sortir du huis clos, on veut bien sauver les apparences, mais l'illusion passe mal, au point que l'on s'aperçoit que la tension est encore dans l'air, avec le refus du super maire de s'exprimer. Seuls les maires des communes le font. Nous avons décidé désormais de créer une plateforme de concertation autour de M. le préfet du Fundi. Au cours de ces réunions de concertation, nous allons dorénavant évoquer, examiner l'ensemble des problèmes qui aujourd'hui ont créé des tensions et qui peuvent permettre désormais que nous, les maires de Yaoundé, main dans la main, nous évoluons pour le développement de notre ville. Néanmoins, le préfet résume la quintessence de cette rencontre. Nous avons appelé tous les maires au dialogue parce que nous avons constaté que beaucoup de problèmes sont arrivés parce qu'il y avait un déficit communicationnel. Nous invitons donc les uns et les autres à se mettre au travail et à travailler main dans la main. Mais à l'évidence, il faudra bien plus qu'une réunion pour que le super maire de Yaoundé et les maires des communes d'arrondissement fument le calumet de la paix. Une autre collectivité territoriale décentralisée où se dessinent des tensions, c'est la mairie de Banganté. Là-bas, il y a eu un boycott massif de l'élection d'un nouveau maire, une situation qui a surpris le préfet d'Undé et embarrassé les mandataires du comité central du parti au pouvoir, le RDPC. D'autres détails avec Jérôme Narcisse Sabzé. Suite au décès du Dr Jonas Kouamo, maire de la commune de Banganté, décédé le 5 mars 2021 et conformément aux dispositions de l'article 205 de la loi 2019-024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, le préfet du département d'Undé, Ernest Ewange-Boudou, a convoqué un conseil municipal pour le lundi 3 mai 2021 dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Banganté en vue d'élire un nouveau maire et éventuellement un adjoint au maire. Il est un peu plus de 13 heures lorsqu'on passe à la vérification du quorum. À la grande surprise de tous, seulement 16 conseillers sur les 40 attendus sont présents, les 24 autres ayant brillé par leur absence. Cette mairie étant entièrement acquise au parti au pouvoir, le mandataire du comité central en la PCR, étonné que les conseillers municipaux, tous militants du RDPC, qui étaient là la veille pour l'investiture du candidat du parti, ne soient plus là un jour après. Ernest Ewange-Boudou, préfet d'Undé, installera malgré tout un bureau d'âge constitué de conseillers municipaux présents, précisant par la suite que ce conseil ne peut valablement siéger qu'avec la présence au moins des 2/3 des conseillers municipaux. Envoyer une adresse à ceux-là qui sont encore en train d'hésiter pour leur dire que jeudi, ils doivent répondre de leur sens des responsabilités en assistant à cette séance à 11h dans cette salle. Je voudrais vous inviter, vous qui êtes venus, et ceux-là qui ne sont pas venus, les inviter au calme, à la tranquillité, à la cérémonie. Difficile de savoir pourquoi l'autre faction a adopté la politique de la chaise vide.
Mais un conseil municipal qui a bien voulu recueillir l'anonymat nous fait savoir que ce boycott résulte des plaies ouvertes nées des investitures en vue d'élire le nouveau chef de l'exécutif municipal de la commune de Banganté, initié la veille par les mandataires du comité central et dont l'issue n'avait pas été approuvée par certaines factions. Au sortir de cette section avortée, le préfet du département d'Undé, s'appuyant sur une disposition de la loi, a convoqué une autre deuxième session pour le jeudi 6 mai 2021. Affaire à suivre. Dans l'escale internationale, d'anciens chefs d'État centrafricains rencontrent Faustin Archange Touadéra, président réélu il y a quelques mois à la tête de son pays. Ce collectif d'anciens chefs d'État et l'actuel président centrafricain ont discuté des préalables visant à la mise en place d'un dialogue républicain initié par le président Faustin Archange Touadéra. Vous le voyez en image, Michel Diotodia, ancien chef d'État centrafricain, Catherine Samba Panza, qui a assuré l'intérim à la tête de ce pays, Alexandre Ferdinand Guedet. Ils ont également évoqué un mémorandum comportant des propositions sur l'organisation d'un dialogue républicain. Lequel dialogue avait été annoncé durant l'investiture du président Faustin Archange Touadéra. Les conférences des barreaux d'Afrique se prononcent sur la situation sociopolitique tendue au Tchad. L'Union des avocats d'Afrique centrale, la conférence des barreaux ouest-africains et la conférence des barreaux de l'espace OADA expriment leur soutien total au barreau du Tchad qui a formulé ses vives inquiétudes au sujet de la dissolution du Parlement et du gouvernement tchadien par un conseil militaire de transition. Les trois conférences rappellent que la Constitution de la République du Tchad a expressément prévu des mécanismes de vacances, de gestion légale des cas de vacances à la présidence de la République et relève que le défunt président Idriss Déby Itno se faisait le devoir de demeurer dans l'ordre constitutionnel. Selon la déclaration, seul le respect de l'ordre constitutionnel confère aux institutions tchadiennes la légitimité. Et au Cameroun, la nouvelle du décès de l'ancien Premier ministre Simon Achidi Achou a été annoncée, décédé à l'âge de 87 ans. Il a été Premier ministre durant les années de Braise au Cameroun. Il était également sénateur, élu il y a près de 8 ans lors de la mise en place de la Chambre haute du Parlement. Il était ancien chef du gouvernement. Vous le voyez donc en image, Simon Achidi Achou, lors du jour de vote des sénateurs à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Il s'exprimait sur la nécessité de préserver la paix dans les régions anglophones et au Cameroun. C'était l'une de ses dernières apparitions il y a près de 8 ans. Il a été élu sénateur RDPC à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Il est décédé des suites de maladies à l'âge de 87 ans. Des reportages dans ce journal, l'opérateur de téléphonie mobile MTN Cameroun, main dans la main avec le champion du monde des poids lourds de l'UEFA, le leader en couverture réseau et Internet, accompagne le prédateur Francis Ngannou en tournée dans son pays pour présenter sa ceinture dorée à ses compatriotes. Les habitants de la ville de Douala ont eu la primeur et le privilège de communier en premier avec l'imbattable Francis Ngannou dans les artères de la capitale économique. Reportage. Champion du monde dans la catégorie poids lourd de la Ultimate Fighting Championship le 27 mars dernier aux États-Unis, l'international camerounais Francis Ngannou est au bercail pour présenter son trophée au peuple camerounais. Arrivé par vol spécial à l'aéroport international de Douala et accueilli par son partenaire MTN Cameroun, Francis Ngannou, le Predator comme il se surnomme, est dans les services du gouverneur de la région du littoral pour présenter au maître des lieux et tout son état-major sa ceinture dorée, arrachée de haute main, en foudroyant à coups de poing l'Américain d'origine croate, Steve Miocic. L'émotion du champion du monde est à son comble. Grâce aux encouragements quotidiens que je reçois, qui est en motivation, qui est en force, et grâce à ça, j'ai pu accomplir cette mission. Et je voudrais une fois de plus remercier la population pour les valeurs.
Impressionné par la fureur de vaincre d'un lion indomptable parti de rien pour porter si haut le drapeau du Cameroun, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Hadibois encourage Francis Ngannou à aller de l'avant. Ngannou est un exemple palpable d'un Camerounais qui sait se battre contre vents et marées. Un Camerounais qui a traversé des étapes les plus difficiles de la vie et qui, croyant en lui-même, s'est ici au sommet du firmament sportif mondial. Nous lui disons félicitations. Tout aussi présent dans la salle que la maman de Francis Ngannou, le champion du monde. Le directeur général de MTN Cameroun, Stephen Blouet, réitère toute la disponibilité de son entreprise à accompagner la mascotte indomptable du Cameroun. From MTN side, we are the country's premier network, the #1 network, and for us to be associated with Francis Ngannou, a champion network to the greatest champ, and we call ourselves the unbeatable network. So let's make sure we'll continue to have the unbeatable network. We know that this is the champion. Classée première compagnie de téléphonie mobile en qualité couverture réseau et prestation de services, MTN Cameroun déroule une caravane dans les artères de la ville, permettant ainsi à l'indomptable prédateur Francis Ngannou de communier avec ses compatriotes des quartiers Bonanjo, Akwa, Dedo, Bepanda, Ange Raphaël, Ndokoti et autres points chauds de la ville de Douala. La compagnie de téléphonie mobile MTN Cameroun sera ainsi aux côtés du spécialiste des KO dans sa tournée nationale de ceinture dorée à tout le peuple camerounais. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Prédécesseur à la présidence de la République centrafricaine. C'est au palais de la Renaissance que cette rencontre s'est tenue à Bangui cet après-midi. Catherine Samba-Panza, Michel Dotsodia, d'anciens chefs d'État centrafricains sont venus échanger avec lui sur les modalités d'organisation d'un dialogue républicain. Vous le savez, durant son investiture, le président Faustin-Archange Touadéra a pris l'engagement d'ouvrir un dialogue inclusif et républicain en vue de poser les jalons d'une nouvelle république et de pouvoir apaiser les tensions dans ce pays meurtri par des guerres contre des groupes rebelles depuis une quinzaine d'années. Dans la perspective d'organiser ce dialogue républicain, ces anciens chefs d'État centrafricains sont venus apporter leurs propositions et leurs recommandations au président Faustin-Archange Touadéra. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Paul Eyoum, Pierre-Emmanuel Bignam, Didier Yimpoua et Maître Georges Tegem. Maître Georges Tegem, le président centrafricain qui décide de s'entourer d'anciens chefs de l'État en vue de cette grande, on va pas dire comme nous, le grand dialogue en République centrafricaine.